Badr Saoudi. Bien chers auditeurs, ce que nous mangeons ne nourrit pas seulement le corps, cela modèle aussi l'esprit. Les aliments influencent nos humeurs, notre énergie, notre concentration, notre sommeil. Les plantes, depuis toujours, sont associées à cela. Dans un monde professionnel qui est exigeant, où l'attention, la clarté, la résistance au stress deviennent des ressources, la nutrition et la phytothérapie ne sont plus seulement des questions de bien-être, elles sont également des leviers de performance. Nous en parlons ce matin, des leviers de performance, de santé et même de lucidité. Alors comment ces rythmes alimentaires influencent notre efficacité au travail? Quels végétaux favorisent la concentration? Nous en parlons ce matin et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions, des avis, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est de 10h à midi. C'est toujours traditionnellement dans notre émission au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Yasmine Benis qui est nutritionniste et qui est phytothérapeute, et nous nous intéressons ce matin aux aspects qui sont les passerelles effectivement entre notre façon d'être, notre performance et ce qu'on met dans son assiette. Yasmine Benis, effectivement c'est un sujet qui va nous intéresser tout au long de l'émission, mais pour débuter, comment est-ce qu'on arrive sur ces sujets-là pour en faire une profession, Yasmine Benis? Bonjour Badr, je te remercie pour ton invitation. Comment on en arrive là? Je parle pour moi. Pour moi, ça a été une passion depuis toujours, la performance du corps. En grandissant. Par le sport? Par le sport, par la nutrition. En fait, la question, c'était pourquoi il y a des gens qui tombent malades vers la vieillesse, qui commencent à tomber malades à partir d'un certain âge, et tu en as d'autres qui se portent bien. Donc pour moi, je me disais, il fallait que je comprenne pourquoi il y a ces différences-là, parce que bien évidemment, je souhaiterais éviter de me retrouver dans une situation pas très souhaitable. Oui, c'est toujours au singulier que que ça démarre. Ça démarre toujours. C'est un intérêt personnel initialement. Et j'aime bien voir l'influence de différentes choses, de différentes interventions et le résultat qu'on peut avoir sur le corps. Et donc voilà, mon cheminement, c'était comme ne pas être grabataire et être curieux des effets des effets qu'on constate de ce qu'on mange sur sa façon d'être, sur sa vitalité, son énergie, sa concentration. Exactement, absolument. De là a commencé l'intérêt. Donc c'était initialement un intérêt personnel et par la suite j'avais envie de voir comment conseiller des gens pouvaient influencer et impacter leur vie et améliorer leur performance. Donc c'était ça la réflexion. J'ai commencé avec la phytothérapie. J'ai conseillé les compléments alimentaires et les plantes, l'utilisation des tisanes pour améliorer la performance et agir sur certains troubles qui sont très communs chez beaucoup de gens, le sommeil, la digestion, la concentration, l'énergie, l'immunité avec la saison hivernale, etc. Et par la suite, quand on commence à voir que j'ai des gens qui ont en fait des soucis métaboliques, je me suis dit en fait, et après quand on étudie les choses, on se rend compte on se rend compte des limites de certaines interventions, certains compléments et de l'amplitude des choses qu'on peut faire pour arriver à un résultat et qu'on ne peut pas arriver à ce résultat-là avec une seule et unique intervention. Oui, il y a toujours le mythe de l'ingrédient miracle, de la recette miraculeuse. Nous en parlions avant de débuter l'émission. Alors, quel aliment prendre pour se sentir bien, pour être plus performant? Par les temps qui courent, c'est 5 cafés par jour pour certaines personnes qui carburent effectivement à la caféine. Parfois, ce sont des cigarettes parce que ça éveille et les gens ne se rendent pas compte on ne se rend pas toujours compte, Yasmine Benis, que c'est quelque part l'effet recherché derrière cette addiction. Mais si on veut, disons, ne pas se brûler d'une certaine façon, ça a beaucoup d'implications. Après, quand on parle de performance, c'est dans le sport, mais c'est aussi dans des métiers où il y a la nécessité d'avoir de la clarté mentale, d'être bien présent, d'être bien sur ses appuis, de tenir sur la durée de longs échanges. On parle dans d'autres émissions des réunionites, effectivement. Ce sont deux aspects très différents. Alors,
Alors, quand on essaye d'ordonner les choses et quand on a en face de soi une personne, bon, elle a ses objectifs. Et on essaie peut-être de l'orienter en fonction des objectifs qui sont les siens. Yasmine Benis. Oui, alors tu as utilisé exactement le mot juste, brûler. Il ne faut pas qu'on se brûle. Moi, j'aime bien aller avec les bases. Et le café et les cigarettes, ça fonctionne bien sur le court terme. Mais à la longue, bien entendu, ça brûle. Ça brûle et c'est clair que la performance, on la veut aussi mentale. Donc, la base, en fait, c'est d'avoir un corps qui nous suit et un mental qui nous suit. Et pour cela, il y a 3 piliers. 3 piliers et dans les compléments alimentaires ou les aliments singuliers ne font pas partie. Ou les médicaments miracles. Oui. Ou les médicaments miracles ne font pas partie. Oui. Parce que sur le long terme, les choses auxquelles il faut faire attention, c'est la composition corporelle et le poids, l'indice de masse corporelle, qui est. L'indice de masse corporelle, qu'est-ce que ça signifie? Bon, est-ce que on a du gras, est-ce qu'on a des muscles, Exactement. Oui. Ça ne définit pas combien on a de masse musculaire versus combien de masse grasse, ça définit combien il y a de kilos dans le mètre carré en fait. Et donc on a cette classification-là. Ah oui. Ça c'est pour savoir si on est en surpoids ou en sous-poids, ou obèse, ou en surpoids, etc. Oui. Il y a une classification. Il n'est pas interdit d'avoir un indicateur ouvert. Mais c'est un indicateur important. C'est un indicateur qui est très important, avec lequel on couple la composition corporelle, mais en premier lieu, c'est vraiment l'indice de masse corporelle, qui doit être dans une certaine norme, entre 18,5 et 25. Ça, c'est la norme. Oui. Il y a des machines aussi aujourd'hui qui renseignent sur cette information. Absolument, qui renseignent sur la composition corporelle, qui est tout aussi importante. Parce que The Rock, l'acteur, non? Ah oui, qui a fondu. Qui a fondu avec l'âge. C'est l'âge, on va y arriver. Non, c'était d'autres compléments. Par ailleurs. Oui, bon. Mais je veux dire, lui, si on se fie uniquement à son indice de masse corporelle, il est obèse. Mais le mec, il est juste super, super musclé. Il est en très bonne santé métabolique. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, voilà, exactement. Donc, l'indice de masse corporelle, oui, important, mais aussi, comme tu dis, la composition corporelle, parce que est-ce qu'on a plus de gras, c'est problématique. Si on a des muscles, on ne peut pas dire, ah non, tu vas descendre. Donc, ça d'un côté, puis après, le sommeil, faire tout ce qu'on peut pour bien dormir. Et l'activité physique, parce que plus on maximise notre masse musculaire, plus on en a, plus on brûle, on s'assoit et on brûle en ne faisant rien du tout. Je vais utiliser une métaphore qui n'est pas la mienne, qui est de quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus, mais c'est comme si on comparait la même voiture avec un nombre de chevaux différent. Donc tu as la même carcasse, entre guillemets, mais tu as plus de chevaux dans la personne, c'est-à-dire si elle a plus de muscles. C'est-à-dire au repos, on va dépenser plus d'énergie. Absolument, exactement. Donc les piliers de base, ce sont ces 3 piliers. On peut rajouter au sommet, on peut rajouter la gestion de stress qui est tout à fait importante, qui rejoint le sommeil. Donc ça, ce seraient les 3 piliers pour avoir un corps super performant sur la durée. Sur la durée, c'est très important parce que nous, on tient sur la durée. On poursuit notre émission jusqu'à midi, mais elle est rythmée de respiration musicale dont on va profiter à l'instant et on se retrouve dans quelques minutes. Si vous avez des questions ou des avis, n'hésitez pas à les faire entendre. Nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous reprenons la suite de notre émission avec notre invité Yasmine Benis qui est phytothérapeute et qui est par ailleurs nutritionniste. Nous parlons ce matin effectivement des passerelles qui existent entre, je le disais, ce qu'on met dans son assiette et la performance ou l'état dans lequel on est. Et ce qu'on entend par la performance, elle peut être sportive ou elle peut être, entre guillemets, intellectuelle, parce que la clarté et la concentration sont des aspects qui sont aujourd'hui très importants dans la vie des étudiants, dans la vie de ceux qui ont des examens à passer, dans la vie de ceux qui ont des agendas bien chargés. Il faut bien s'organiser et organiser ses journées. Effectivement, il faut délivrer, entre guillemets. Alors, selon effectivement les besoins qu'on va faire entendre, il y a un certain type de mode de vie qu'il s'agit d'adopter. Mais quel est le cheminement ? Avant d'entrer dans ces spécificités, quel est le cheminement qu'on établit lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui souhaite, entre guillemets, avoir des conseils plus aboutis par rapport aux objectifs spécifiques qui sont les siens? Yasmine Benis.
Alors, si les objectifs sont des objectifs de court terme, parce que la personne, pour X ou Y raison, a besoin d'avoir des objectifs immédiats, eh bien, on va conseiller la personne pour atteindre ses objectifs. Quoique, évidemment, il faut toujours travailler pour avoir le résultat sur le long terme avec des changements plus ancrés. Alors, on se renseigne, si j'entends bien, sur la façon avec laquelle la personne aborde, quel est son mode de vie. Mais qu'est-ce qu'on entend par... Exactement. Oui. On ne peut pas, parce que les interventions qu'on peut faire dans un monde idéal, elles sont plusieurs et elles peuvent être de trop pour la personne à gérer et à mettre en place en un seul moment. Donc normalement, ce qu'on devrait faire quand on suit quelqu'un pour une meilleure performance physique, c'est qu'il faut qu'on comprenne cette personne, quel est son rythme de vie, ses habitudes à manger, ses habitudes de travail, est-ce qu'elle cuisine, est-ce qu'elle voyage beaucoup, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle doit faire à manger à d'autres personnes, est-ce que quelqu'un d'autre fait à manger, lui fait à manger. Et les marges de manœuvre, oui. Exactement, parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un... De prêcher l'idéal si on n'a pas la possibilité de le mettre en place. Absolument. En tout cas sur la durée. Exactement. Donc on compose avec ce que la personne a comme exigence dans sa vie professionnelle et privée. Si on est une mère de famille ou un chef d'entreprise, etc., si on voyage beaucoup, on va plutôt centrer le conseil sur comment pouvoir manger mieux à l'extérieur, sachant qu'on n'a pas vraiment une très grande maîtrise sur ce qu'on mange. Donc l'accompagnement va être dans ce sens-là, où on va adapter le conseil au rythme de vie de la personne et à ses exigences, et c'est ce qui est réaliste pour elle. Oui, ce qui est réaliste. Bon, on dit l'idéal, mais on dit ce qui est réaliste. Après, il y a effectivement des nécessités de court terme, des nécessités ou plutôt des objectifs à long terme. Je ne connais personne qui ne souhaite être dans un état de bien-être tout en atteignant les objectifs qui sont les siens, et ainsi de suite. Donc tout le monde essaye généralement de faire au mieux. Seulement, ce sont des matières qui ne sont pas enseignées. Souvent, on reprend, entre guillemets, des traditions alimentaires héritées. Certaines sont excellentes et d'autres le sont un peu moins. Yasmine Benis. Oui, j'en profite vraiment parce que tu me fais penser à quelque chose qu'on a tous dans notre esprit. L'idée que si on mange des ingrédients de qualité, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut en manger beaucoup sans conséquence. Par exemple, si je mange des noix, du miel, de l'huile d'olive, ça ne peut pas me faire du mal. Parce que ce sont de bons ingrédients. Ce qui n'est pas vrai, parce que ce qui importe pour le corps, c'est vraiment combien on a de masse graisseuse dans le corps. Peu importe l'origine, parce que si on est en surplus calorique, que ce soit à partir de mauvais aliments ou de bons aliments, l'environnement interne... va prendre du poids. La personne va prendre du poids et l'environnement interne biochimique va changer. C'est sûr que si on mange de la charcuterie, les fritures, les sucres raffinés, l'inflammation, elle va être plus importante, mais juste le fait d'être en surpoids ou obèse, ça va créer un environnement pro-inflammatoire et qui va détériorer la santé métabolique du corps. Donc la première chose à faire et à essayer de bien saisir, c'est que je dois me regarder et voir si mon corps, si je suis mince, c'est bien, bien sûr, il faut que je me renseigne sur le reste, mais la première chose, c'est vraiment d'essayer d'atteindre un poids qui est dans la norme de 18,5 à 25. Oui. C'est ça la première chose. Oui, de masse corporelle. L'indice de masse corporelle. On parlait tout à l'heure. Oui. Exactement. Donc, peu importe l'origine des aliments. Après, elle compte l'origine des aliments parce qu'elle va, par exemple, typiquement cholestérol, non ? On pense que le cholestérol alimentaire, ce qui est contenu dans les viandes, etc., les fromages, les œufs, c'est ce qui va influencer le cholestérol interne et la quantité qu'on a dans le sang. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce qui influence, ce sont les sucres rapides et les acides gras saturés qui proviennent des fritures. Les fritures, parce que, c'est pas des acides gras saturés, mais ce sont des acides gras qui ont été assujettis à des températures très élevées, donc qui sont dégradés d'un point de vue structurel. Oui.
Et donc du coup, le problème avec ces ingrédients-là, c'est qu'elles vont commencer à faire partie de nos cellules, ces acides gras, parce que nos membranes cellulaires sont composées aussi d'acides gras qui vont contribuer dans la signalisation cellulaire. Et si la conformation de l'acide gras n'est pas bonne, eh bien la cellule devient sourde aux signaux qu'elle reçoit. Aux récepteurs. Exactement, les récepteurs de la cellule, eh bien, ils vont être sourds aux signaux qu'elle reçoit. Ah, nous ne sommes absolument pas sourds aux signaux de la régie. Il est 10h29 et bientôt 10h30 et Karim Droné est déjà avec nous. Il va nous présenter des actualités, on va lui céder notre place et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts consacrée ce matin à la question de la nutrition. Ce qu'on met dans son assiette. Bon, il y a beaucoup d'injonctions, il y a aussi beaucoup de connaissances simplement héritées. Alors, il y a des incidences, bien sûr, sur notre façon d'être et sur les performances qu'on peut avoir, qu'on va essayer d'éclairer tout au long de notre émission. Et nous sommes avec Yasmine Bennis, qui est nutritionniste et qui est phytothérapeute. Alors, on parlait du cheminement de celui qui a besoin des fois d'avoir des conseils qui lui sont spécifiques, parce que nous n'avons pas tous le même mode de vie, ni le même processus. Cela dit, pour que un accompagnement puisse être réussi, encore faut-il voir quelles sont les étapes. Alors on se renseigne d'abord sur le mode de vie, mais ensuite, quand il s'agit de personnaliser les conseils en fonction des informations que la personne va nous communiquer, quelles sont les étapes qui suivent, Yasmine? Alors les étapes qui suivent... Bien entendu, on a parlé du mode de vie, on parle aussi d'anamnèse, si la personne a des antécédents familiaux, les pathologies que la personne a en cours. L'anamnèse. Oui, c'est-à-dire on va poser la question sur l'historique médical de la personne pour comprendre s'il faut éviter quelque chose ou pas. Par exemple, supposons quelqu'un a une hypothyroïdie, eh bien la plupart des gens ils mangent pas les choux, la famille des brassicacées. Ah oui. Donc ce sont les choux-fleurs, les choux de Bruxelles. Mais en général, c'est l'habitude de l'enfance. Oui, mais je pense qu'une fois on devient adulte, ça on évite. Oui. Mais par exemple, si quelqu'un souffre d'hypothyroïdie, on va lui conseiller d'éviter les brassicacées parce qu'elles ralentissent un petit peu plus la thyroïde, par exemple. Ou un autre exemple, c'est si quelqu'un a un traitement, par exemple, qui suit un traitement sur le long terme, on va par exemple lui conseiller d'éviter de manger du pamplemousse. Pourquoi ? Parce que le pamplemousse, il change la pharmacodynamique du médicament. Ah oui. Donc on pose des questions pour savoir, pas parce qu'on va donner des conseils médicaux, parce qu'on est, la plupart des nutritionnistes, ils ne sont pas médecins. Donc nous, on ne donne pas de conseils médicaux, mais on adapte l'alimentation aux pathologies que la personne peut avoir. Donc ça, on tient en compte ça, on tient en compte les allergies alimentaires, les sensibilités alimentaires, etc., qui sont différentes des allergies. Les sensibilités alimentaires, oui. Oui, en fait, c'est pas parce que c'est différent parce que les allergies, tu peux les mesurer avec des analyses médicales qui sont approuvées. Les sensibilités, sensitivities, oui. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais voilà, c'est-à-dire tu manges quelque chose, elle te fait sentir mal, oui. Tu fais le test d'allergie, mais tu n'as rien, tu n'es pas allergique. Mais toi, tu sais que sur ton corps, oui, elle te fait un effet qui n'est pas positif. Donc ça, c'est une sensibilité. Et il n'y a pas de test validé pour les diagnostiquer. Oui, certains parlent évoquent des terrains. Certains ont des terrains, effectivement, qui les rendent peut-être ou sensibles ou réticents ou au contraire... très disposés à préférer un certain type d'alimentation. Et par intuition, certains s'orientent en fonction de cela. Mais bon, est-ce qu'il y a une connaissance de ce point de vue qui est établie sur ce point ? Je n'en suis pas tout à fait certain. Oui. Les terrains, oui, les terrains, ça veut dire c'est la prédisposition qu'a le corps envers certaines choses. On dit par exemple si on est carent en magnésium, ça veut dire qu'on veut du chocolat. Si on veut manger que des choses sucrées, ça veut dire que notre corps a besoin de substances amères. Il y a des théories. Les femmes enceintes sont très sensibles. Oui, elles sont très sensibles. Bien sûr qu'elles sont très sensibles. Aux besoins. Oui.
Oui, aux carences qu'elles ont. Et donc, dans l'alimentation, elles cherchent à combler, entre guillemets, ces carences. Et cela a été scientifiquement prouvé. Oui, absolument. Par les envies, tu veux dire, les envies que les femmes enceintes peuvent avoir. Exactement, tout à fait. Et donc, le terrain, oui, le terrain, c'est tout notre corps, son équilibre et de quoi il a besoin de manière naturelle, tout que toi, tu sens pas. Mais quand on parle, par exemple, de sensibilité ou d'allergie, etc., il y a souvent une composante de l'intestin, de la santé de l'intestin, est-ce qu'il est inflammé ou pas je vais toucher du gluten. Des fois, pour la plupart des gens, il y a une sensibilité au gluten qu'on ne reconnaît pas, qui n'est pas diagnostiquée, qu'on ne peut pas diagnostiquer à part par le fait élimination, tu élimines, tu réintroduis, tu élimines, tu te sens bien, tu réintroduis, tu te sens pas très bien. Et cette sensibilité au gluten, elle est pro-inflammatoire. Elle va inflammer l'intestin et donc du coup, on va réagir de manière négative aux autres aliments. Oui. Mais ceux qui n'associent pas nécessairement un état de mal-être au fait de prendre tel ou tel aliment, bon, il y a l'expérience et de ce point de vue, où est-ce qu'on trouve le gluten pour ceux qui seraient curieux d'en faire l'expérience le gluten, nous écoutant ce matin? Oui. Le gluten, en fait, tu le retrouves dans toutes les céréales, le pain, les pâtes. Ah mais c'est la base de l'alimentation. C'est notre base d'alimentation au Maroc, dans plusieurs pays. Et en fait, c'est quelque chose qui est prouvé, le syndrome de sensibilité au gluten qui existe, qui n'est pas la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, elle est immunitaire et il y a un diagnostic validé pour le faire. Mais il y a la sensibilité. Cette sensibilité-là, elle peut provoquer des maux de tête, elle peut provoquer des érythèmes. Elle peut provoquer des douleurs articulaires. Donc, et on ne sait pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Oui, on ne fait pas l'association parce que c'est quelque chose avec lequel on a grandi. Exactement, on ne peut pas faire l'association. Et aussi, on s'habitue petit à petit au malaise parce qu'on va commencer à avoir des ballonnements, des petits maux de tête. Ça va commencer, petit à petit, ça va commencer à s'installer et on ne réalise pas qu'on ne se sent pas bien parce que ça a été graduel et on s'ajuste à ce nouveau équilibre en malaise, on va dire. Et donc, il faut aller déconstruire ce qu'on fait pour pouvoir comprendre où on peut agir pour se sentir mieux. Donc, si j'entends bien, alors première étape, quel est le mode de vie de la personne? Deuxième étape, les sensibilités, disons les traitements, s'il y a des traitements médicaux pour que le conseil soit judicieux. Et l'étape d'après, est-ce qu'on en arrive effectivement à ce moment on est un peu prescripteur? Oui, donc après on va tenir compte, on détermine le besoin calorique de la personne. Oui. Parce que si on parle de corps performant, c'est bien sûr un poids, comme on disait depuis tout à l'heure, oui. C'est un poids qui est juste. Donc on va essayer d'établir le bon apport calorique pour la personne. Pour cela, on calcule, ce sont des équations, qui vont prendre en compte l'âge, le sexe, la taille, le poids et le niveau d'activité physique de la personne. Est-ce qu'elle est sédentaire? Oui. Le niveau d'activité, c'est-à-dire si la personne est sédentaire, si elle a un travail où elle marche beaucoup, parce que le besoin calorique de quelqu'un qui travaille dans un bureau n'est pas le besoin calorique d'un agriculteur, par exemple. Besoin calorique totalement différent et on prend en compte ces dépenses-là caloriques pour établir l'apport calorique nécessaire à la personne. Donc on utilise des équations en fait pour le déterminer et à partir de cet apport calorique-là, on voit si la personne a besoin de perdre du poids, on va faire un déficit. Et en fonction des objectifs de la personne, le déficit va être plus ou moins important, quoique normalement, ce qui est conseillé, c'est une perte de poids progressive parce que quand on perd du poids, eh bien, en moyenne, 75% de la perte provient de la perte de masse grasse, 25% provient de la perte inévitable de la masse musculaire. Exactement, de la masse musculaire. Donc, à moins de faire des exercices de renforcement. Exactement, tout à fait. Donc il faut minimiser la perte parce qu'une perte rapide, c'est une perte rapide de muscle aussi. Donc on minimise le déficit, on fait un déficit qui est correct et
on se concentre sur ce que tu viens de dire, qui sont les exercices physiques, resistance training, donc soulever des poids, etc. Essayer par tous les moyens d'augmenter sa masse musculaire et un apport en protéines qui est correct. Parce qu'on a des recommandations en protéines. On ne sait pas, la plupart des gens ne savent pas combien ils mangent de protéines. Oui. Donc, si je dois dire, la composition d'un plat idéal, en fait, l'assiette est équilibrée. On va faire un peu de teasing, parce que depuis tout à l'heure, on retarde la respiration musicale. Mais je vais revenir à cette composition de plat idéal, oui. entre guillemets. Oui. Mais c'est quelque chose qui s'ajuste par nécessité au goût, parce qu'on a toujours de la marge de manœuvre. On va se retrouver dans quelques instants. Et ceux qui souhaitent prendre la parole ou partager des avis, n'hésitez pas, c'est toujours jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invitée Yasmine Nice, qui est nutritionniste et phytothérapeute. On va y venir aux plantes, mais nous en étions au chapitre du plat idéal. Yasmine Nice, on a fait un petit zig. Bon, on est toujours avide de bons conseils, voire la simplification, alors que le plat équilibré, le plat idéal, la composition, à tout le moins. Exactement. La composition idéale. Je vais faciliter la chose. Il y a seulement deux choses, mais vraiment deux choses. La troisième, elle est un peu, on va dire que c'est un postulat de base qui est la quantité de calories. Ça, c'est le postulat de base qu'il faut respecter. Sinon, il y a seulement deux choses à respecter, et c'est la quantité de protéines par plat et la quantité de fibres. Parce que parlant de performance, de clarté mentale, etc., l'une des choses qui nous donne cette clarté mentale et cette performance mentale, c'est le fait d'avoir un taux de glucose qui est stable. Donc, surtout pas de pic. Pas de pic, pas de down, pas de pic, pas de chute, etc. C'est avoir un taux de glucose qui est stable. Pour avoir un taux de glucose qui est stable et un sens ne pas seulement penser à ce qu'on doit manger, on est en train de travailler dans une réunion, on a super faim, c'est ça qu'on veut éviter, non, pour éviter un petit peu cette confusion-là, etc. Donc, il faut maintenir le taux de glucose stable. Pour cela, il faut une certaine quantité de protéines, et les calculer par rapport à 1 kg de poids corporel, c'est-à-dire si on pèse 70 ou 60, etc. Ça va être... Il y a les recommandations pour les sportifs, nutritionnelles. Pour les personnes sédentaires, c'est un peu différent. Oui. Oui, si on est sportif, on veut synthétiser du muscle, on va avoir un apport qui est plus important. Si on est sédentaire, mais globalement, l'apport idéal, vu la littérature scientifique actuelle, est supérieur aux recommandations officielles des différents pays. Parce que je crois en Italie, c'est 0,8 ou 0,9 grammes pour kilo de poids corporel, mais là maintenant on parle de 1,2 jusqu'à 2 grammes par kilo de poids corporel. Oui. Et si on prépare 100 grammes de poulet, il n'y a pas 100 grammes de protéines dans le poulet. Il y a un auditeur qui nous a contacté. Oui. Ça va nous faire encore plus de teasing pour le plat idéal, mais on va écouter Toemi qui nous contacte de Rabat. Bonjour à vous, cher auditeur. Bonjour. On est à votre écoute, Toemi. Merci beaucoup. Ma question porte sur une sorte de guide de nutrition, parce que, si vous permettez, on trouve beaucoup d'informations sur Internet, notamment, mais il y a des habitudes alimentaires marocaines, il y a des traditions, etc. Ma question est la suivante, est-ce que les spécialistes, qu'ils soient médecins ou nutritionnistes ou autres, est-ce qu'ils pourraient éventuellement... allô ? Oui, on vous écoute, Toemi. Oui. Est-ce qu'ils pourraient éventuellement mettre au point avec le ministère de la Santé un guide, entre guillemets, un petit guide marocain, avec des avec les spécificités culinaires marocaines. Bah oui, c'est très important. Parce que l'information est en général disponible en français, d'abord. Ensuite, avec des termes savants, etc., qui sont justes, bien évidemment, nécessaires. Mais là, il y a cette barrière, et puis il y a la barrière des habitudes.
Oui. Et par exemple, si vous voulez vous informer sur le Ramadan, vous pourrez trouver peut-être, mais je ne sais pas. Et donc, il y a beaucoup d'habitudes, beaucoup de choses, beaucoup de traditions, beaucoup de produits également. Des produits qu'on ne trouve pas ailleurs ou qu'on favorise ici au Maroc. Et donc, c'est ça un peu l'idée. Est-ce qu'on pourrait avoir, avec l'aide de tous ceux qui sont concernés, un petit guide qui pourrait favoriser, etc., en simplifiant, etc. Voilà un peu l'idée. Je vous remercie pour cette question. C'est un appel entre guillemets. Et dans certains pays, on enseigne la nutrition. Et dès les petites classes, dans les pays asiatiques. Au Maroc aussi, dans les collèges, on a un cours de nutrition. On a un cours, mais il n'est pas généralisé. Oui. Et alors, il y a deux aspects. Alors, il y a un jargon et il est difficile de le traduire, et puis il est difficile de changer les habitudes. Les habitudes qui sont ancrées. Certaines sont nouvelles. Franchement, certaines habitudes qui ne sont pas des plus recommandables sont absolument récentes. Alors, Yasmine Bnis. Vous soulevez une question qui est très importante, qui est l'implication de l'État ou du gouvernement dans les instructions qu'on va donner à la population générale. Ce serait vraiment idéal si on pouvait le faire. Ça se fait dans d'autres pays, mais au Maroc, il faut comprendre que déjà il y a un grand chantier en fait, parce que si on se dirige vers les produits alimentaires dans les supermarchés, les étiquettes, elles sont pas standardisées. Les informations qu'on retrouve sur les étiquettes, je ne sais pas si au Maroc existe une législation qui détermine les informations que doivent comporter les étiquettes, parce que ça existe dans d'autres pays. Mais au Maroc, on a l'impression que chaque fabricant, il met ce qu'il veut. Déjà, le fait de pouvoir connaître, lire une étiquette et comprendre combien de calories, combien de protéines on a dans le produit, c'est déjà beaucoup. Et il n'y a pas de cahier de charge concernant le beurre. Comme dans le pays. Il y a du travail. Il y a vraiment beaucoup de travail. Et ça se reflète aussi dans du manque d'indications pour la population générale, en prenant en compte justement nos traditions et nos façons de manger traditionnelles. Oui. Et après, l'autre aspect de la question que j'ai cru déceler, c'est en effet de savoir aussi comment traduire concrètement, en fonction aussi des habitudes alimentaires que nous avons, comment les traduire ces conseils en prenant en compte ce legs, parce que on y est, qu'on le veut ou non, et à juste titre sur beaucoup de points très attachés. Oui. Le régime méditerranéen, généralement, c'est celui qu'on prêche sous d'autres cieux, avec effectivement, moult arguments scientifiques aujourd'hui, mais qui étaient entre guillemets ancrés dans des traditions alimentaires ou culinaires qui sont en grande partie les nôtres aussi au Maroc. Oui et non, parce que oui, c'est vrai, le régime méditerranéen est un des régimes les plus étudiés au monde, avec le plus de résultats, mais il y a certains critères on ne respecte pas, qui ne sont pas respectés au Maroc, pas parce que c'est scientifique ou quoi, parce que c'est nos traditions. Mais le régime méditerranéen, c'est en fait, ça se réfère à certaines fréquences et certains aliments qui sont bien spécifiques, notamment les légumineuses, combien de légumineuses. Lentilles. Voilà, les lentilles, pois, chiches, huile d'olive. On minimise la consommation de viande. Traditionnellement, tout ce qui est sucré, ça se mangeait une seule fois par semaine, le dimanche, pas tous les jours. Le poisson, plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire qu'on en est loin. On en est loin. Oui. Et donc, malheureusement, ce que je dois déconstruire ici, c'est que si on doit donner des indications en nous basant sur les traditions marocaines, parce que typiquement, nous, notre petit déjeuner, typique du Maroc, ça va être pain, huile, miel, puis après tout ce qui est riefat, barer, etc. Ah oui. Donc malheureusement, si je suis là pour donner, pour établir ce guide, et ça va être la première chose, parce que je suis désolée, c'est vrai que oui, ce sont nos traditions, c'est super bon, mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal de manger autant de glucides, autant de gras, tous les jours. Ce n'est pas bon. Idéalement, le matin, il faut avoir un bon apport en protéines. Donc, comme je dis souvent aux patients que je vois, il faut
oublier toutes sortes de fromages qui n'est pas du ricotta 0% ou du fromage blanc frais, genre type jbun, 0%. Parce qu'on va aller enlever le gras saturé et on va le substituer, par exemple, avec une cuillère d'huile d'olive. Parce que le profil lipidique c'est favorable, etc. Comme je disais tout à l'heure, les gras saturés, ils vont provoquer à eux seuls la synthèse du cholestérol et on va avoir un taux de cholestérol plus élevé à cause des gras saturés. Bon, il y a toute une littérature scientifique. Alors, mais s'il faut donner des indications un peu plus, un peu plus imagées en ce qui concerne le plat idéal, parce que mettre plus de protéines, comment aussi avoir les bonnes informations par rapport à la quantité de protéines que contient chaque aliment, ça il y a des étiquettes et donc c'est une éducation. Mais cela dit, il y a, je l'imagine, en fonction des goûts et des aliments préférés entre guillemets des personnes, ou plutôt que les personnes vont indiquer lors de l'échange, des compositions ou des indications qui vont entre guillemets les orienter de façon plus immédiate. Parce que si on dit des protéines, des glucides et ainsi de suite, c'est très difficile de le traduire, ou on peut le traduire de façon tellement multiple qu'on peut s'y perdre. Yasmine Bennis. Oui, alors ce que la personne reçoit, ce sont des quantités bien précises de combien de poulet, si c'est du blanc de poulet, si c'est une cuisse de poulet, si c'est une viande rouge avec du gras, une viande rouge sans gras, si c'est du poisson gras, du poisson blanc. Donc on va avoir, parce qu'on va obtenir une certaine quantité de calories à partir de protéines, mais cette quantité-là, elle va changer parce que, par exemple, 300 grammes de sol, ce n'est pas 300 grammes de viande hachée normale en termes de calories. Donc, ce que la personne va recevoir, ce sont des quantités bien proportionnées pour avoir le même nombre de calories qui proviennent des protéines, mais la quantité, elle va changer en fonction de la protéine en question, parce qu'on va se retrouver à l'extérieur, on va manger une viande hachée qui est normale, on doit savoir plus ou moins combien on va manger pour respecter son budget calorique. Si on parle de glucides, bien sûr, les glucides desquels on veut maximiser l'utilisation, ce sont les glucides, les sucres lents, donc qui contiennent des fibres, donc tout ce qui est pain complet, pâtes complètes, fruits, légumes entiers, pas les jus de fruits, etc. Parce que donc la fibre, d'où est-ce qu'elle provient? Elle va provenir exclusivement des végétaux. Les produits animaux ne contiennent pas de fibres. La fibre, elle est extra méga importante pour plusieurs choses innombrables. C'est un c'est un des aliments, si on veut. On nous pose la question sur quel est l'aliment. En fait, c'est tous les aliments qui peuvent contenir des fibres, parce que c'est vraiment un grand facteur de prévention des maladies cardiovasculaires et des tumeurs. Ça, on va y venir, parce que depuis le début de l'émission, moi, j'ai pas rebondi dessus, mais il y avait dans l'un des piliers qui était cité, alors les fibres et les protéines. Alors, les raisons pour lesquelles, effectivement, il faut en accroître la quantité dans son alimentation, on va y venir dans quelques instants, puisque nous avons encore du temps dans notre émission et se poursuit jusqu'à midi. Et bien entendu, nous restons toujours ouverts à vos avis et à vos questions. Pour cela, il vous suffit de nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Yasmine Bennis, qui est nutritionniste et qui est phytothérapeute, ce qui nous laisse tout un programme, parce qu'il y a ce qu'on met dans son assiette et puis il y a l'impact des plantes. Et c'est un autre aspect qui peut être un complément intéressant relativement au sujet que nous abordons ce matin, c'est-à-dire les liens qui existent entre ce que nous mangeons et des performances et des états dans lesquels on est. Alors il y a cette notion de poids. Parce que quand on est en surpoids, quand on est en sous-poids, entre guillemets, le corps ou le système qui est le nôtre ne fonctionne pas de façon optimale. Alors pour cela, il y a des notions qu'on a explicitées depuis le début de l'émission, l'indice de masse corporelle. Il y a aussi l'importance de manger plus de fibres et de protéines. Pourquoi ? Plus de fibres et de protéines, le but court terme, on va dire, c'est stabiliser le glucose et avoir une énergie stable sur la durée. On ne sent pas cette envie-là de s'assoupir juste après le déjeuner, par exemple, si on mange un plat de pâtes ou un plat qui est un peu riche. Parce que si on concentre notre plat sur une pièce de viande rouge, poisson ou poulet maigre, plus des fibres,
un plat qui est riche en fibres et en protéines, eh bien, on s'assure que tout l'après-midi, on va être plus ou moins bien, on ne va pas penser à la nourriture, on aura une énergie qui est stable sans avoir besoin d'une stimulation, du café, etc. Et puis aussi, en ce qui concerne l'incidence du fait de manger des protéines, c'est que la satiété, on a moins faim, tout simplement. On est moins tenté, entre guillemets, de grignoter. On est moins soumis à cette sensation de faim. Tout à fait, parce que c'est la notion de vidange gastrique, en fait, et à quelle vitesse les aliments vont quitter l'estomac. Ah ben ça met du temps. Ça met du temps. Exactement. Ça met du temps. Oui. C'est la combinaison protéines et fibres. Eh bien, c'est une combinaison où on va se sentir bien, on n'a pas faim pendant longtemps parce que la vidange gastrique se fait de manière plus lente, tout simplement, et on n'a pas besoin de stimulants pour tenir. Le même raisonnement s'applique aussi pour le matin. Ça dépend, on est habitué. Quand on dit le plat idéal, et c'était aussi la suite de ce que nous disions depuis le début de l'émission, ou juste avant le flash d'information précisément, le plat idéal, il y en a qui ont 2 repas par jour, il y en a qui ont le petit déjeuner, le dîner, il y en a qui ont 4 ou 5 repas par jour en privilégiant de petites quantités. Alors ça dépend de lequel des plats. De quel plat nous parlons précisément? Alors, la fréquence. Oui, parce que le petit déjeuner idéal, c'est pas nécessairement le déjeuner idéal, ni même le dîner idéal. Yasmine Benis. Tout à fait, voilà, il faut adapter en fonction de ce qu'on doit faire. Alors pour la question de fréquence de plats, combien de plats, etc. par jour, toutes les études scientifiques, en fait, globalement, il n'y a pas de différence. Tant qu'on reste sur la même quantité de calories... sur le poids. Pour le poids. Oui, pour le poids, il n'y a pas vraiment de différence. Mais aussi pour la question de clarté mentale, ça, c'est l'habitude qui rentre en jeu et comment notre corps et les hormones de notre corps sont habitués. Voilà. Ou la façon dont on les a habitués à fonctionner. Voilà, tout à fait. Parce que les hormones de sommeil ou d'éveil, les hormones de faim ou de satiété, etc., en fait, ça devient comme une horloge. C'est-à-dire, si moi, j'ai habitué mon corps à manger à 9h du matin, pendant un mois, je mange le matin à 9h, jour X, je mange pas, j'aurai faim parce que mes hormones, elles sont en attente. C'est comme une horloge. Elles sont prêtes à recevoir ce qu'elles ont l'habitude de recevoir. Donc en fait, être bien ou pas en fonction de combien de repas on va manger par jour, c'est comment on a habitué notre corps. Et donc moi, par exemple, je suis capable de pas manger du tout et de marcher pendant très très longtemps et de ne pas avoir de baisse d'énergie. Mais ce n'est pas parce que c'est extraordinaire, pas du tout. Parce que je me suis habituée. Pendant une certaine période, je faisais du jeûne intermittent. Et au début, c'était dur parce que j'avais faim. Mais après, mon corps, il s'habitue. Et le jeûne intermittent, c'est 12 heures ou 14 heures ou 16 heures de jeûne par jour. Oui. Mais bien sûr, les personnes peuvent boire des tisanes, de l'eau, du café, en tout cas tout ce qui ne contient pas de calories. Oui, tout à fait. Tout ce qui ne contient pas de calories, ils peuvent le prendre. Les types de jeûne intermittent aussi changent. On a le jeûne intermittent qui est quotidien, mais on a aussi une fois par semaine, on a aussi une fois par mois, et ça va être des durées qui sont différentes. Et dans notre religion, il y en a qui pratiquent 2 fois par semaine. Mais oui. C'est ça. Mais si on veut parler du jeûne intermittent thérapeutique, où tu vas boire, etc., ça change. Mais un type qui est très populaire, c'est celui dont tu parles, les 8-16 de jeûne et d'alimentation. Ce qui est important à savoir quand on fait du jeûne intermittent. S'il n'y a pas de différence significative, alors quel est l'intérêt d'envisager, entre guillemets, tout simplement d'être dans cette optique-là de jeûne intermittent? Si il n'y a pas de différence significative sur la clarté ou sur la performance La différence significative par rapport à la fréquence, tu veux dire? Oui.
Parce que beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir si ils passent de 2 repas ou de 3 repas à 2 repas, ou si il est intéressant pour des raisons entre guillemets de santé d'opter pour le jeûne intermittent, puisque certains médecins effectivement font la promotion énormément. Il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de littérature scientifique sur cette question, et la question se pose pour un certain nombre de personnes qui cherchent simplement à optimiser ou à mieux vivre. La différence, elle est subtile en fait. Il n'y a pas de différence en termes de fréquence ou de jeûne ou pas si on parle juste de avoir plus de muscles ou maintenir son poids ou baisser le poids. Pour ça, il n'y a pas de différence. Mais le jeûne intermittent, les bénéfices attendus du jeûne intermittent qu'on veut, elles vont au-delà de ça. Elles vont aussi dans tout ce qui est autophagie, c'est-à-dire quand le corps se nettoie lui-même. Autophagie, c'est-à-dire qu'il va, entre guillemets, utiliser... Il va détruire les cellules qui ne fonctionnent pas. Il va les transformer en énergie. Il va les réutiliser. Il va dégrader protéines, acides gras, etc., qui composent les cellules qui ne fonctionnent pas bien, parce qu'il va tout d'abord dégrader ce qui ne fonctionne pas bien pour le réutiliser de manière différente. Donc c'est ça l'autophagie, et c'est ça qu'on attend du jeûne intermittent. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Quoique il est difficile parce il semblerait qu'on ne puisse parler d'autophagie qu'à partir de 3 jours de jeûne. C'est là que le mécanisme d'autophagie rentre en question. 3 jours de jeûne sans manger, exact. Et c'est là où on commence à parler d'autophagie. Il ne faut pas croire qu'avec le 8-16, qu'on puisse avoir des résultats sur l'autophagie. Puis l'autre question du jeûne intermittent, ou le fait d'avoir plus de repas ou pas, ça joue sur la très très longue durée, parce que c'est la signalisation hormonale et c'est l'insuline. Quand on mange, on sécrète de l'insuline. L'insuline, si elle est en grande quantité, souvent, etc., elle provoque l'athérome. C'est-à-dire, c'est les plaques sur les artères et dans l'appareil circulatoire. C'est la plaque athérosclérotique. Donc, à la longue, les pics d'insuline répétitifs, ils favorisent l'athérosclérose. Donc, l'idée de faire du jeûne intermittent ou de minimiser le nombre de repas, tout en gardant la même quantité calorique, parce qu'on veut maintenir, on va supposer qu'on est dans un bon poids, on veut maintenir notre poids. Si on a à quantité de calories égale des repas, un rythme de repas qui est différent, 1 versus 6, parce que ceux qui font du bodybuilding, ils doivent manger 6 fois parce qu'ils doivent manger beaucoup de protéines. Mais si on n'est pas dans cette optique-là, eh bien, on fait un seul repas ou 2 repas, moins de pics d'insuline, sur le long terme, moins d'athérosclérose, ce qui est super important pour la santé circulatoire. Mais aussi, il faut tenir compte que qui veut dire santé circulatoire veut dire aussi santé cognitive du cerveau et cérébrale. Tout ce qui va détériorer la circulation sanguine et le cœur va détériorer le cerveau. Parce que le cerveau, c'est beaucoup de micro-circulation. Quand elle est abîmée, pour différentes raisons, eh bien, c'est les fonctions cognitives qui sont détériorées. Oui. Voilà. On espère que la musique permet de les rehausser. C'est sûr que oui. J'espère. En tout cas, on va profiter de la respiration musicale, et bien entendu, si vous avez des avis à faire entendre ou des questions, n'hésitez pas à nous joindre. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invitée Yasmine Vinis, qui est nutritionniste et qui est phytothérapeute. Alors, on disait l'intérêt du jeûne intermittent avant la respiration musicale, et l'optique, en tout cas les conseils qu'on peut partager, c'est par rapport aux besoins qui sont exprimés. Les besoins concernant la nutrition, c'est souvent perte de poids, comment équilibrer ses repas, ou parfois ces questions qui surgissent au niveau des entreprises ou dans le monde du sport. Le monde du sport, entre guillemets, donne une attention toute particulière à la nutrition parce que c'est intimement lié à la performance du sportif. Et donc il y a beaucoup de coachs qui sont formés à cela et qui accompagnent les sportifs à cet égard. Dans l'entreprise, ce sont des thématiques aussi qui arrivent. Parfois des ateliers, parfois des sessions de groupe, parfois des sessions en one-to-one. Et de ce point de vue,
c'est souvent l'aspect concentration, clarté mentale ou gestion du stress, dit-on, qui sont abordés. Alors, sur ce point particulier, le dernier, à savoir la gestion du stress, la clarté mentale, la concentration, quel est l'apport de la nutrition et quelles sont les grandes lignes des conseils qu'on peut retenir ? Oui, alors pour la gestion du stress et la clarté mentale, en termes de nutrition, donc on a parlé de stabilisation de glucose, il y a aussi un minerai qui est très important, qui est le magnésium. Parce que le magnésium, il sert énormément au système nerveux pour la relaxation. En fait, il sert à presque 300 réactions biochimiques dans le corps. Et donc, le système nerveux, et donc, première chose à faire, c'est vraiment avoir un bon apport parce que ça va nous aider à être plus détendus, aussi à mieux dormir la nuit et donc, du coup, être plus relaxé, plus performant mentalement. Cela d'un côté. D'un autre côté, si on veut parler un petit peu de compléments alimentaires pour tout ce qui est fonction cognitive, il y a souvent de plantes adaptogènes. Des plantes adaptogènes. Alors quand on parle de compléments alimentaires, ce sont parfois des choses qu'on achète en pharmacie, des fois ce sont des choses qui sont commandées de l'étranger, des fois ce sont des plantes et des tisanes qui sont préparées, et des fois ce sont des compléments, entre guillemets, dans le monde du sport, il y en a qui prennent de la créatine et qui ont aussi des incidences sur la cognition. Donc c'est beaucoup d'aspects. Oui, oui, tout à fait, absolument. La créatine, tu as parlé de la créatine, super complément. On le prend traditionnellement pour la masse musculaire, mais de plus en plus d'études prouvent son efficacité pour la fonction cérébrale. Donc absolument, il aide. Les études démontrent que prendre de la créatine, par exemple, aide le cerveau à mieux affronter une insomnie. C'est-à-dire, si on est un petit peu insomniaque, si on ne dort pas bien pendant une certaine période, prendre de la créatine permet au cerveau de mieux récupérer de cette insomnie-là, par exemple. Donc, créatine, très bon point en termes de compléments alimentaires pour la clarté mentale. Et en ce qui concerne le point qui était abordé à l'instant, c'est-à-dire... Les plantes adaptogènes ? Les plantes adaptogènes, oui. Alors, les plantes adaptogènes, c'est globalement des plantes qui nous viennent de la tradition orientale, ayurvédique ou médecine traditionnelle chinoise. Et on dit une plante adaptogène, c'est une plante en général qui va aider le corps à affronter le stress physique et mental en général. Et il y a des plantes adaptogènes qui sont stimulantes et des plantes adaptogènes qui sont relaxantes. Exact. Et en fonction de la constitution, on parlait de constitution physique, physionomie, etc., comment la personne elle est faite, comment elle se sent, si elle est un petit peu tendue, tu sais, comme avec un effet de café un peu irritable, etc., il y a des plantes adaptogènes que cette personne-là ne devrait pas prendre, vu sa constitution ou l'état cérébral dans lequel elle est. Typiquement, le ginseng qui est très populaire. C'est une plante adaptogène qui est très utilisée, utilisation millénaire, etc. Mais c'est une plante qui ne serait pas conseillée aux personnes qui sont déjà, on va dire... Agitées, à bout de nerfs, irritables, etc. C'est vraiment pas à conseiller. Si cette personne-là, la personne qui est agitée, on va dire, a besoin d'un boost ou quelque chose, ça va être une plante adaptogène qui est dans la relaxation, par exemple l'ashwagandha. Donc la poudre d'ashwagandha ou il y a aussi des compléments alimentaires à base d'extraits secs. Ça va être plutôt l'ashwagandha parce que elle va aider à faire face au stress et tout ça, mais sans agiter plus la personne. Par contre, quand on a une personne qui est un peu chétive, un peu fatiguée, voilà. Le ginseng pourrait être adapté. Mais la question aussi de savoir si effectivement ce sont des préconisations qui sont des substituts à certaines habitudes que nous avons. L'habitude du café, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. On va y répondre après la respiration musicale et après le flash d'information. Et nous resterons bien entendu également ouverts à l'échange si vous avez des avis ou des questions. C'est toujours jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin, consacrée à la nutrition, consacrée aussi à la performance. Nous sommes pour en parler de cette thématique avec Yasmine Bennis, qui est phytothérapeute et qui est également nutritionniste. Alors, on évoquait l'incidence ou l'impact des plantes sur la cognition. Et je ne suis pas certain qu'on était exhaustif. Si j'entends bien, en fonction des tempéraments qu'on va cerner, on va préconiser davantage un certain type
de plantes, voire de compléments alimentaires. Mais on en trouve en pharmacie, on en commande, et puis il y a les plantes. Et effectivement, sur ce chapitre-là, alors c'est vraiment du complément, ou c'est quelque chose qui peut avoir une incidence extrêmement significative sur la courte durée? C'est vraiment du complément. C'est vraiment du complément parce que rien ne va substituer une bonne hygiène de vie et un bon fondement de nos habitudes de style de vie en général. Mais ce sont des aides qui peuvent être précieuses et qui peuvent apporter un soulagement pendant une certaine période parce que de toutes les façons, ce ne sont pas des plantes qu'on va prendre ad vitam aeternam, on va les prendre pendant 4 semaines, faire une pause, reprendre s'il y a indication. Donc on ne peut pas nous baser ou nous appuyer uniquement sur les compléments alimentaires, par exemple pour la performance mentale, et négliger le sommeil, c'est juste impossible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Ça va fonctionner pendant une très courte durée et après ça ne va plus fonctionner. Oui. Donc c'est par nécessité quelque chose de ponctuel, comme un boost. Mais je le disais, dans les pratiques, ce qu'on observe, c'est la consommation de caféine. Et quand on parle des plantes, est-ce qu'on en parle également en tant que substitut à la caféine, possiblement? Et s'il faut établir un comparatif, les avantages et les inconvénients, Yasmine Benis? Les substituts de café, ça va être un petit peu toutes les plantes qui contiennent un petit peu, la même molécule, qui sont les xanthines. Oui. Il y a le thé aussi, mais c'est un autre type de molécules. Mais le café, on a le guarana, on a le café vert. Donc toutes ces plantes-là, elles contiennent le même type de molécules qui sont stimulantes. Donc pour moi, substituer le café par autre chose, si le café ne nous fait pas un effet qu'on souhaite. Oui, mais à partir d'un certain temps, effectivement, le café a moins d'effet. Et c'est l'effet d'accoutumance. Voilà, et c'est le fait de ne pas en prendre qui crée un certain état d'irritabilité, voire de migraine. Oui, parce que qu'on a été un grand buveur de café pendant plusieurs années, il est clair que c'est très difficile de s'en priver d'un coup. On va avoir tous ces symptômes-là d'irritabilité, mal de tête, etc. C'est tout à fait normal. Alors, si on n'a pas un problème en particulier avec le café, il n'y aurait pas de raison de s'en priver, à moins, si on préfère, si on veut chercher à avoir une énergie de manière indépendante du café, c'est ok, mais il faut savoir que le café contient énormément d'antioxydants qui sont très bénéfiques et protecteurs pour le foie. Donc ce n'est pas une boisson qui est mauvaise en soi, mais son impact va changer de personne à personne. Il y a des personnes qui vont devenir irritables, un peu nerveuses, tachycardie, etc. si elles boivent du café, qui vont mal dormir, ou variation génétique peut provoquer de l'ostéoporose chez certaines personnes qui C'est-à-dire l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de la masse osseuse. Ah oui. Pratiquement, mais ça a une cause génétique. C'est pas très commun, mais voilà, il y a des personnes qui ont une prédisposition génétique et qui ne va pas bien avec le café. Dans ce cas-là, oui, il faudrait éviter le café, mais en tant que soi, si on a une consommation qui est raisonnable, si on arrive à dormir malgré la quantité de caféine qu'on ingeste. Ah, il y en a qui n'ont aucune difficulté. Après 5 tasses de café, ils dorment comme. Exact. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de s'en priver parce que c'est une boisson qui est protectrice. L'autre boisson qui est protectrice et qui est stimulante, c'est le thé. Nous, au Maroc, on consomme le thé vert, ce qui est excellent parce que comme les Chinois, bien sûr, qui consomment plus de 5 tasses de thé par jour, sauf que chez nous... Et c'est du sucre. C'est le sucre. Ben oui. Voilà, oui. C'est ça, c'est le sucre. Oui. Parce qu'on serait sur vraiment... beaucoup de personnes seraient sur le bon niveau de consommation parce que, bien sûr, il y a l'effet, mais il y a aussi la dose. Il faut qu'on atteigne la dose pour avoir un certain effet. En ce qui concerne le thé vert, par exemple, c'est 5 tasses, les études épidémiologiques, etc. On parle de 5 tasses. Il y a des gens qui boivent beaucoup de thé au Maroc et qui
pourrait avoir l'effet protecteur. Sauf que c'est souvent accompagné de sucre et puis après, c'est tout ça. Ah oui. Par certains moments, donc du coup, ça peut enlever un petit peu. Donc à moins d'être dans l'activité agricole et donc à moins d'être, si tu brûles, de dépenser, se dépenser. Absolument, marathonien, triathlète, etc. Allez-y. Mais c'est d'où l'intérêt effectivement de savoir quel est le mode de vie des uns et des autres, parce que ça change, ça a une incidence XXL. Mais de tout temps, on s'est intéressé aux plantes et à leur effet. Bon, on parle de la performance, mais est-ce qu'on résume l'effet que peuvent avoir les plantes à ce seul aspect de la vie, quand on en a fait un domaine d'intérêt pendant des années d'études? Yasmine Benis. Pardon. Les effets quand on s'intéresse à la phytothérapie, bon, c'est le soin, c'est la performance, c'est les effets subtils que peuvent avoir les plantes sur l'état d'esprit. D'accord, de manière globale. Oui. De manière globale, les plantes peuvent apporter une panoplie d'effets très intéressants pour notre corps. Et une fois on a in check toutes les autres bases, elles comportent des familles de substances aux effets les plus divers. Une des choses un des effets qui est très important, c'est par exemple l'aspect anti-inflammatoire ou circulatoire, parce que ça veut dire qu'on va diminuer la pression inflammatoire sur le corps qui provient de différentes sources, endogènes qui proviennent de notre corps ou exogènes qui proviennent de l'environnement et des toxines de l'environnement. Donc, si on peut utiliser par exemple les plantes aussi pour contrecarrer l'inflammation dans le corps, typiquement par exemple le gingembre, qui est très facile d'accès. Au Maroc, on y a accès. Donc, par exemple, excellente plante anti-inflammatoire. Le curcuma, excellente plante anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets. Il y a des plantes qui vont nous aider, favoriser un état de relaxation pour mieux dormir. Les plus faciles et accessibles au Maroc, camomille et verveine. Voilà. Plus exotiques sont la passiflore, par exemple. Le tilleul, c'est européen, on l'a pas au Maroc, mais c'est considéré un petit peu classique, pas très exotique, mais ça aussi, c'est une plante qui va favoriser le sommeil. Donc, il y a vraiment beaucoup. On peut parler aussi de métabolisme en citant la cannelle. Donc, toutes les personnes qui ont des problématiques, par exemple, de glucose et d'intolérance au glucose. Ils utilisent la cannelle pour limiter le cannelle pour. Il y en a qui d'instinct mettaient de la cannelle dans les jus. Oui, ou dans les desserts. Oui. Mais je pense que c'est plutôt parce que c'est bon, pas parce que c'est pas l'astec ça gère mieux le glucose. Je pense juste parce que c'est très très bon. mais la cannelle en fait, elle a un effet et une influence sur la gestion de glucose. Donc elle améliore notre sensibilité à l'insuline et comment notre corps gère le glucose, par exemple. Une autre fonction où les plantes brillent vraiment beaucoup et qui n'a de comparable qu'une maîtrise de la composition de l'alimentation, c'est toutes les plantes qui agissent sur le foie, on dit entre guillemets, qui détoxifient le foie. Mais cela veut dire qu'elles stimulent le foie à mieux travailler. Le foie, c'est l'usine du corps, c'est là où ont lieu beaucoup de réactions biochimiques, beaucoup de synthèse d'hormones, de dégradation des toxines, des médicaments, etc. Donc beaucoup de choses ont lieu au niveau du foie et il y a toute une famille de plantes qu'on utilise pour détoxifier le foie et améliorer sa fonction. Bon, donc le domaine d'intérêt est très vaste et bon, en une émission, il est très difficile d'en faire l'inventaire. On va se retrouver pour la suite après la respiration musicale et nous resterons bien sûr ouverts à l'échange. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite et fin de notre émission des experts consacrée ce matin à la nutrition et nous sommes pour en parler avec une nutritionniste, Yasmine Benis, et qui est par ailleurs aussi phytothérapeute.
aux phytothérapies. On parle des fois de phytothérapie. Mais ça, c'est effectivement le chapitre relatif aux soins. Et effectivement, les plantes ont cet usage-là, y compris dans la pharmacologie moderne. Mais j'en reviens au sujet qui est effectivement les liens avec la performance. Et il y a, disons, des piliers de base qu'on a pu évoquer, ou des piliers, entre guillemets, qu'on a pu évoquer en début d'émission. Et ce sont des incontournables. Et puis, il y a des nécessités du moment sur lesquelles on peut agir. Alors, les aspects sur lesquels on a le plus de marge de manœuvre et sur lesquels la sensibilisation est plus importante encore relativement au contexte qui est le nôtre, qui comprend effectivement les habitudes alimentaires qui sont les nôtres. S'il fallait attirer l'attention sur des points les plus cruciaux d'un point de vue nutritionnel, Yasmine Benis. J'essaie de voir comment cadrer la question, parce que pour attirer l'attention des gens, sur quoi il faut attirer l'attention des gens de manière primordiale. Oui. C'est ça. Oui. Alors, il faut considérer, tu sais, le système, notre corps, c'est un système. Et jusqu'à un certain âge, la tendance, elle est vers l'anabolisme, vers la synthèse, vers la construction. On a un système hormonal avec un certain équilibre qui fait que on est anabolique. Donc, c'est quand on est enfant, adolescent, notre corps, il synthétise des tissus et il est anabolique. Et nos besoins ne sont pas les mêmes et les répercussions de ce qu'on mange ne sont absolument pas les mêmes. Et à partir d'un certain âge, globalement, on va dire 30 ans, 25, 30, l'entropie, c'est-à-dire la tendance à la destruction, elle est juste inévitable. Nos changements, nos hormones ne sont plus dans le sens de l'anabolisme, mais ils sont dans le sens du catabolisme et de l'augmentation du chaos et de la destruction. Parce que essentiellement, c'est vraiment ça. Les hormones, elles vont dans ce sens. À fur et à mesure qu'on avance dans la vie, ce chaos-là augmente. Donc, à partir d'un certain moment, tout ce qu'on doit faire, il faut qu'on combatte ce chaos-là et qu'on fasse tout pour retourner le plus possible vers un état de synthèse et de diminution de chaos. Cela passe par le sport, beaucoup de sport, parce que s'il y avait un médicament qu'on pouvait faire, genre pour donner les effets du sport dans une seule pilule, ce serait vraiment la mine d'or infinie. Mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas. Donc il faut vraiment faire tout son possible pour introduire l'activité physique dans son quotidien, parce que comme on a expliqué, plus de masse musculaire, donc plus de performance cognitive et physiologique tout court. Mais ce qui est contre-intuitif, en général, les gros bras ne sont pas nécessairement associés aux performances cognitives les plus élevées. Dans l'imaginaire. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai, mais on va dire qu'il y a un sweet spot. Oui, ben voilà, il y a des seuils, tout à fait. Voilà, parce que la compétition, quand on devient bodybuilder de compétition, on utilise des stéroïdes, on devient dans une autre catégorie. Mais on va dire qu'il y a un sweet spot. Il y a ce David Sinclair, qui est un chercheur américain très très connu dans l'espace de la longévité, qui disait que quand tu vas dans les maisons de retraite, les gens les plus vieux, on va dire, qui sont en vie et en bonne santé relativement, c'est pas les gros mecs des salles de sport, tout bodybuildé, etc. C'est en général des gens qui sont petits, qui ont des muscles petits mais corrects, mais c'est pas des super baraqués, quoi. Les proportions, effectivement, sont importantes à respecter. Mais oui, voilà. On a un sens esthétique. Mais sur les conseils primordiaux, entre guillemets, mais relativement aussi aux écarts qu'on peut constater, chaque culture, entre guillemets, a quelques zones d'ombre à combattre dans les habitudes qui ne sont pas toutes à reprendre telles quelles, Yasmine Benis. Ah oui, habitudes alimentaires, n'est-ce pas ? Oui. Pour nous au Maroc, toutes les pays. On a beaucoup de rifat, de brir, beaucoup de douceur. Ce sont des douceurs. Oui, de douceur, mais c'est des douceurs qui sont, comment dire, qui
qui t'attirent, elles sont très attirantes, très satisfaisantes, mais c'est une satisfaction qui n'est pas bonne pour le long terme. Et donc, au Maroc, on est souvent invité chez les gens. Quand on est invité chez les gens... faut faire honneur parce que il y a une pression. Alors les gens, la chose est qu'on ne va pas bien sûr se priver de vivre parce que pour moi le message qui doit passer c'est qu'on ne va pas se priver de vivre, mais en même temps si on veut arriver à 80 ans et être en bonne santé il faut faire certains sacrifices. Donc pour moi il y a un équilibre, il y a un 80 loi de Pareto, non? Les gens qui nous entendent dans mon entreprise ils savent 80-20, donc on ne dit pas il faut se sacrifier à 100% toute la vie, non, il faut profiter, mais il faut le reste 80% du temps faire construire pour qu'on puisse profiter le 20% du temps. Profiter 100%, ça veut dire que tu vas profiter jusqu'à 60 ans, après tu n'auras plus beaucoup de choses pour pouvoir fonctionner normalement. Donc tu profites, oui, mais tu construis sur la durée pour pouvoir profiter le plus longtemps possible. Mais sinon la facture est salée. Oui, elle est sûrement. Au sens littéral. Mais effectivement c'est quelque chose qui se construit. Et par rapport aussi aux aliments qu'on a l'habitude de consommer, il n'y a pas que les céréales, il y a aussi de bons aspects. Oui, les bons aspects, ça va être bien entendu tout ce qui est frais et que les gens de l'extérieur nous envient, c'est le fait de pouvoir aller au marché, d'acheter des viandes, différents types de viandes, d'acheter des légumes. Le tagine, par exemple, par excellence, c'est un excellent plat. Il faut juste faire attention à combien d'huile on va y mettre et combien de pain avec lequel on va accompagner le tagine. Mais typiquement, c'est excellent, c'est très riche en protéines. Ça donne faim à la régie. Il n'a pas fait un bon petit déjeuner bien riche en protéines. Sinon, maintenant, il aurait malheureusement, il n'a pas l'occasion de répondre. mais effectivement, c'est un plat parfaitement équilibré pour peu qu'on... Exactement. Des fois, j'ai des patients qui me disent « Ah oui, aujourd'hui, j'ai fait une gaffe, j'ai mangé du couscous. » Non, madame, le couscous, c'est pas une gaffe. Du moment qu'il n'y a pas une tonne de semaine dedans et une tonne de tfaya, si on mange des légumes avec une bonne quantité de viande idéalement de bœuf, pas d'agneau, parce que l'agneau, il est plus riche en gras. C'est tout à fait un plat qui est totalement équilibré. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, tout ce qui est en fait repas tagine, base viande plus légumes, ou couscous, c'est excellent. Mais je crois que c'était le moment opportun pour ouvrir ce chapitre-là. Il est 11h56. On arrive au terme de cette émission. La relève, ce sera bien entendu à la charge de nos collègues Kamarsa qui va nous délivrer les actualités en langue arabe, un journal d'information qui nous sera présenté, Ahmed Aloua, qui va reprendre la suite des programmes avec Atlantique Midi.